Ok, troisième partie donc du cours de mécanique quantique, la brève introduction. Donc dans la dernière partie, souvenez-vous, nous avions parlé dualité onde corpuscule et là on va aller un petit peu plus loin en quantifiant ça, en donnant deux relations que je vais appeler relations entre ondes et ondes corpuscules, qui sont les relations de Planck-Einstein et de De Broglie. Ces relations, elles vont faire le lien entre des grandeurs qui sont relatives à des ondes et relatifs à des corpuscules. On va faire un lien formel, donc qui va en fait illustrer, qui va signifier la dualité entre corpuscules. Donc avant, on va énoncer les propriétés corpusculaires et ondulatoires qu'on va mettre en relation. Donc, si je prends une onde, je peux le caractériser notamment par sa longueur d'onde, sa célérité et donc sa fréquence. Et si je considère un corpuscule, eh bien, classiquement, je vais lui associer une masse, petit m, une vitesse v bien définie et une énergie qui peut être une énergie, par exemple, cinétique pour ce qui nous intéressera. Et je vais faire le lien. Ce lien, il va être fait par la mécanique quantique, hein, c'est une relation quantique. Et la constante de la mécanique quantique, c'est bien sûr h, la constante de Planck, dont la valeur, on va la retrouver dans cette relation, et donc la valeur vaut 6,63 fois 10 moins 34 joules seconde. Donc première relation, c'est la relation de Planck-Einstein. Alors relation de Planck puisque ça va faire intervenir la fameuse constante de Planck. Et Einstein puisque c'est la relation, on en a parlé, souvenez-vous, que Einstein a postulé pour expliquer, interpréter l'effet photoélectrique. Donc la relation c'est la suivante, on va considérer une onde, ça va concerner donc une onde électromagnétique. Pour l'effet photoélectrique c'était de la lumière, mais on peut généraliser ça à n'importe quelle onde électromagnétique, tout spectre en fait, n'importe quel spectre. On va la prendre monochromatique, c'est-à-dire qu'il contient une seule fréquence, et cette fréquence, on va la noter nue. Eh bien cette onde, on peut décrire cette onde eh bien, de manière corpusculaire. Disons dans une vision classique, on appellera ça des corpuscules indivisibles. Donc les fameux photons, qui sont plutôt, il faudrait plutôt ça appeler des quantons que des corpuscules, mais bon. Et qui ont une énergie individuelle E égale H fois nu. E égale H fois nu, c'est la relation de Planck-Einstein qui nous fait donc le lien entre la fréquence d'une onde électromagnétique, donc telle qu'elle serait décrite, enfin ça serait la description ondulatoire d'un point de vue classique de cet objet physique. Ici on a un concept relatif aux ondes, et il nous permet de calculer une énergie, l'énergie bien de ce qu'on décrirait classiquement comme un corpuscule. Et ce lien, bien sûr, eh bien, il est fait par H, par la constante de la mécanique quantique. Donc c'est une relation qui est bien, qui s'intègre bien dans la théorie quantique. Et donc vous voyez que en fait cette relation, elle exprime la dualité onde-corpuscule, puisque si on essaye de l'interpréter d'un point de vue classique, nous on va se tenir à cette interprétation sommaire, hein, eh bien elle fait le lien entre une description corpusculaire et une description ondulatoire qui sont pourtant contradictoires. Ce qui peut expliquer d'ailleurs que l'explication d'Einstein n'a pas été admise tout de suite. Il a fallu des travaux de validation pour admettre cette relation qui est assez choquante d'un point de vue classique. Alors, on va mettre en application cette relation. Et donc, je vous propose une première application qui consisterait en fait à déterminer l'ordre de grandeur de l'énergie des photons
du rayonnement visible. Et on ne va pas exprimer ça en n'importe quelle unité. On va l'exprimer en électronvolts. Et je vous rappelle que 1 électronvolt, c'est 1,6 fois 10 moins 19 joules. Donc, vous avez l'habitude. Pause sur la vidéo, vous traitez cette application, vous cherchez par vous-même et vous relancez la lecture pour la correction qui vient tout de suite. Alors, on a lambda qui est de l'ordre de 600 nanomètres. Je vais prendre 600 nanomètres puisque en fait le visible c'est 600 appartenant à 400 nanomètres, 800 nanomètres. Et je sais que, d'après la relation de Planck-Einstein, E égale h nu. Avec, eh bien, il faut que je lie nu la fréquence à la longueur d'onde. Eh bien, nu, c'est C sur lambda. Donc, j'ai E égale HC sur lambda. Maintenant, je vais pouvoir faire le calcul. Donc, faisons l'application numérique. En ordre de grandeur, ça va donner E de l'ordre de 6,63 fois 10-34 fois 3 fois 10 puissance 8 sur 600, pardon, on a pris, fois 10 puissance moins 9. On peut simplifier ici parce qu'on calcule en ordre de grandeur. Et tout calcul fait, je fais le calcul ici avec la puissance de 10, ça va faire 3 à peu près 3 fois 10 puissance moins 19 joules, c'est-à-dire de l'ordre de quelques électronvolts, ce sera 1,5. Donc là, je vais mettre 1 pour l'ordre de grandeur. Donc on a 1 électronvolt pour un photon visible, ce qui n'est pas étonnant puisque ça correspond à peu près à l'ordre de grandeur des différences entre niveaux d'énergie, en tout cas les premiers niveaux d'énergie des atomes, et se font en fait par absorption ou relaxation de photons. Alors la deuxième, je voudrais en fait maintenant faire une deuxième application. Et cette deuxième application, ça va être dénombrer le nombre de photons dans un rayonnement. Et le rayonnement que j'ai choisi, c'est un rayonnement laser. On va prendre un laser de puissance 1 mW, donc c'est les petits lasers commerciaux, les pointeurs en fait. Donc la puissance c'est 1 mW, et je voudrais... pardon, je vais donner la longueur d'onde aussi, donc, généralement c'est du rouge, 650 nanomètres, et je voudrais le nombre de photons émis par unité de temps, par seconde par exemple, par ce laser. Ok, donc pause, vous cherchez par vous-même et je donne la correction maintenant. Alors, la puissance P, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Et je sais que l'énergie, alors cette fois, c'est pas ce que j'appelle grand E ici, c'est pas l'énergie d'un photon, mais de n photons émis. Si on émet n photons, ben n photons, et l'énergie totale, c'est n fois h nu, c'est-à-dire n fois hc sur lambda. Ça, c'est l'énergie des n photons qui vont être émis par unité de temps. Donc on remplace dans la relation ici, ça va nous donner d sur dt de nhc sur lambda. La seule chose qui dépend du temps, en fait, c'est n. Donc ça fait dn sur dt fois hc sur lambda. Et justement, dn sur dt, c'est ce qu'on cherche. C'est bien le nombre de photons émis par unité de temps. D'où on va avoir dn sur dt égale p fois lambda sur hc. Donc voilà le nombre de photons émis par unité de temps par le laser de puissance 1 mW. Et donc si on fait l'application numérique, on va trouver dn sur dt égale, donc la puissance c'est 10-3 watts, fois la longueur d'onde 6,5 fois 10-7 mètres, sur h 6,63 fois 10-4, fois 3 fois 10 puissance 8 pour la sérialité de la lumière. On va raisonner en ordre de grandeur, 6,63, 16,5, c'est à peu près la même chose. Donc ça va nous donner, tout calcul fait, à peu près 3 fois 10 puissance 13 photons par seconde. Donc énormément de photons, évidemment, pour un rayonnement macroscopique.
Donc voilà pour la relation de Planck-Einstein. Passons maintenant à la relation de De Broglie. Alors, relation de De Broglie. Alors, De Broglie, en fait, ça s'écrit De Broglie, mais ça se dit De Broglie. Voilà, donc ne soyez pas surpris si vous voyez ça dans un énoncé. Alors, que nous dit De Broglie? En fait, en 1923, alors ça date de 1923, il a pris, en fait, il a pris une hypothèse, j'ai envie de dire, inverse de celle d'Einstein, qui avait pris un rayonnement, la lumière, et qui avait dit qu'il avait décrit par une approche corpusculaire, le photon, égal h nu, alors que là, eh bien, réciproquement, il a pris la réciproque en fait. Hein, de Broglie, il s'est dit, bah, si j'ai un corpuscule, on considère un corpuscule, eh bien, il va lui associer une onde. C'est-à-dire, on peut associer une onde dont la longueur d'onde va être donnée par la relation qu'on va donner maintenant. Donc, à tout corpuscule de quantité de mouvement P. Alors, je vous rappelle que P, ça vaut m fois v. En tout cas, ça vaut m fois v en physique si on est non relativiste. On peut associer une onde de longueur d'onde lambda égale h sur p. Donc là, cette relation, en fait, on part d'une approche corpusculaire et on va déterminer la longueur d'onde d'une description qui serait ondulatoire du même objet. Donc, eh bien là, on a toujours la lambda qui est relatif aux ondes, grandeur ondulatoire, et on fait le lien avec la quantité de mouvement qui est une grandeur corpusculaire. Donc encore une fois, on va avoir un lien entre deux grandeurs relatives à des concepts contradictoires d'un point de vue classique. Donc on a une relation qui s'inscrit encore une fois dans la théorie quantique, et ce lien est fait par la constante de Planck, qui est la constante fondamentale en mécanique quantique. Alors, chose importante, si on reste d'un point de vue classique, ce qu'on doit devoir faire, c'est-à-dire que cette année, on va avoir en fait un point de vue semi-classique ou semi-quantique sur les choses. On va dire un point de vue semi-classique. Ça veut dire qu'on va essayer de ce qu'on va dire. On va dire qu'on va décrire les objets soit comme des ondes, soit comme des corpuscules, alors qu'on a vu que fondamentalement, c'était ni l'un ni l'autre. C'est la fameuse dualité onde-corpuscule, signée par cette relation. Donc d'un point de vue classique, on va le décrire soit comme une onde, soit comme un corpuscule. Eh bien, si la particule, la longueur d'onde, au sens de De Broglie, de la particule, est de l'ordre de d, où d, ça va être la taille d'un obstacle. Ça peut être une fente, un obstacle à la particule. Eh bien, alors elle va manifester, vous savez que ça veut dire qu'il y a diffraction d'un point de vue ondulatoire, eh bien, elle va manifester des propriétés ondulatoires, ses propriétés ondulatoires. Donc ça vous dit, d'un point de vue classique, est-ce qu'il faut traiter comme un corpuscule ou comme une onde votre objet? Alors encore une fois, c'est ni l'un ni l'autre. Qu'elle manifeste un comportement, des propriétés ondulatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, souvenez-vous l'expérience de Tonomura, qui était en fait faire de la diffraction avec des électrons. Eh bien, pour faire diffracter des électrons, c'est-à-dire pour ce qui est un corpuscule, disons usuellement, a priori en mécanique classique, manifeste des propriétés ondulatoires telles que des interférences, eh bien il faut que leur quantité de mouvement soit telle que la longueur d'onde eh bien, soit de l'ordre par exemple de la largeur des fentes ou de l'écart entre les fentes dans le dispositif des fentes Young. Voilà l'idée. Et pour vous faire manipuler un petit peu ça, je vous propose une application tout de suite. Qui est la suivante. On veut étudier, alors en fait on étudie des cristaux.
on les étudie par diffraction. Alors on peut faire de la diffraction de rayons X notamment. Donc on reverra ça hein, dans la chimie. On va envoyer, mais on peut envoyer aussi en fait des neutrons. On envoie des neutrons. Et on veut sonder, en fait on veut faire de la diffraction. On veut obtenir de la diffraction. Et en fait les grandeurs caractéristiques, l'écart entre les atomes dans un cristal, c'est de l'ordre de 100 picomètres. Et je vous rappelle que 1 picomètre, c'est 10-12 mètres. Et la vitesse d'un photon, d'un neutron, pardon, c'est de l'ordre de racine de 3 kBt sur m. Avec m, qui est la masse du neutron, c'est 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg. Kb, c'est une constante qui est la constante de Boltzmann, 1,38 fois 10 moins 23 joules par Kelvin. Voilà. Et donc on envoie des neutrons. Et la question c'est, que doit valoir la température pour qu'il y ait diffraction? Alors, il faut qu'il y ait diffraction parce que c'est de la figure de diffraction qu'on va déduire des propriétés du cristal. Donc que doit valoir la température? Donc je vous donne la réponse maintenant. Vous évidemment vous mettez en pause et vous cherchez. Donc la réponse c'est si on veut qu'il y ait diffraction, si on veut que les neutrons sont écrits plutôt comme des corpuscules d'un point de vue classique, manifestent des propriétés ondulatoires, c'est-à-dire forment une figure de diffraction, il faut qu'on ait leur longueur d'onde, au sens de De Broglie, qui soit de l'ordre de petit a, la distance caractéristique entre les atomes dans le cristal. Et donc cette longueur d'onde, il va falloir la calculer, et on la calcule à partir de la relation de De Broglie, qui est lambda égale h sur p, avec, si on suppose que les neutrons sont non relativistes, c'est-à-dire que V est très inférieur à C. La sévérité. On vérifiera ça après. On va l'admettre. Vous pourrez le vérifier par le calcul hein, si vous voulez. Moi, je ne vais pas le faire pour gagner du temps. On peut écrire P égale MV. Et donc, je vais avoir donc lambda égale H sur MV. Et je vous ai donné la valeur de V, c'est-à-dire H sur racine de 3 fois KBT sur M. 6 fois M. Et donc, cette longueur d'onde, elle doit être à peu près de l'ordre de A. Donc, si on isole la température, on va aboutir à T de l'ordre de H carré sur 3ma carré fois Kb. Et en ordre de grandeur, tout calcul fait. Là, je vais passer sur le détail du calcul. Faites le calcul. Et vous trouvez à peu près 500 Kelvin. Autant dire que 300 Kelvin conviendrait aussi. Hein. Ça veut dire que 300 Kelvin, c'est bon aussi. Puisque c'est le même ordre de grandeur, hein, une puissance de 10. Et donc, on a deux neutrons, en fait, eh bien, on n'a pas besoin, en fait, de chauffer ou quoi que ce soit. On a des neutrons qu'on appelle des neutrons thermiques. C'est simplement des neutrons à température ambiante. Eh bien, ils font parfaitement l'affaire pour étudier des cristaux par diffraction. Enfin, je voudrais terminer par un dernier paragraphe qui n'est pas stricto sensu relatif à la dualité en corpuscule. En fait, on a écrit E égale H nu dans la relation de Planck-Einstein. On a écrit lambda égale H sur P dans la relation de Broglie. Et maintenant, je voudrais faire le lien entre E et P parce qu'il y a souvent des confusions là-dessus. Alors, le lien entre E et P. Il y a deux cas de figure. Premier cas, on a un corpuscule. Donc là, c'est deux grandeurs classiques, hein, non quantiques. Donc on a un corpuscule, ça s'associe à un corpuscule d'un point de vue classique. C'est un corpuscule qui est massif, donc une masse différente de 0 et non relativiste. Donc je vous rappelle ce que ça veut dire, non relativiste, ça veut dire que la vitesse va être très inférieure à la célérité de la lumière dans le vide. Eh bien, l'énergie, on va prendre comme l'énergie cinétique, s'écrit 1/2 de mv carré. Et vous allez vous convaincre très facilement avec la définition de P que E s'écrit P carré sur 2m. Donc ça, c'est la valeur de l'énergie, l'expression de l'énergie qu'il faut prendre pour un corpuscule non relativiste et qui est massif. Donc m différent de 0. Là, m différent de 0. Okay. Par contre,
pour si on a des photons. C'est là où il peut y avoir une confusion. Attention pour les photons. On va mettre attention. Les photons, ils sont d'abord, ils ont une masse au repos m égale 0. Nul, donc c'est la masse au repos. Et en plus, ils sont relativistes puisque la célérité, eh bien, précisément, c'est C dans le vide, quel que soit le référentiel. Donc ils sont relativistes, donc c'était E égale 1 demi de mv carré, ça fonctionne plus du tout. Déjà, vous voyez qu'avec la masse nulle, ça marche pas. Et donc, en relativité, on montre que l'énergie, elle s'écrit quantité de mouvement fois C. On peut écrire ça comme ça. P égale mv, ça fonctionne pas non plus. D'accord ? P égale mv, ça marche pas non plus. Ça marche plus du tout. Donc c'est E égale pc. Voilà. Et vous pouvez faire un petit jeu, là, je vous propose, ouais, appeler ça une application, un dernier petit jeu pour voir que tout va bien, pour convaincre que tout va bien avec ça. Je voudrais que vous retrouviez Planck-Einstein. Retrouvez Planck-Einstein à partir de De Broglie. En utilisant la relation voilà, pour le photon, en fait. Planck-Einstein, c'est pour le photon, donc E égale PC. Donc je vous donne tout de suite la réponse, ça va être très simple, hein, c'est en deux lignes. Vous avez l'énergie qui vaut P fois C. Planck-Einstein, c'est valable hein, pour les deux. Donc P égale H sur lambda. Donc vous remplacez. Ça fait E égale HC sur lambda. Et HC sur C sur lambda, vous savez que c'est nu. Ça fait E égale H nu. Donc vous retrouvez bien Planck-Einstein pour le photon. D'accord ? Donc le Planck-Einstein, c'est pour le photon. De Broglie, c'est bon pour les deux. Okay. Voilà. Donc on va arrêter cette vidéo là-dessus. Récapitulons très très rapidement ce que nous avons vu dans cette partie. Donc nous avons approfondi en fait la notion de dualité onde-corpuscule en faisant le lien via les relations de Planck-Einstein E égale H nu et la relation de De Broglie lambda égale H sur P entre des grandeurs corpusculaires qui sont la quantité de mouvement et l'énergie d'un corpuscule et les grandeurs ondulatoires qui sont la longueur d'onde et la fréquence. Ces relations, en fait, elles signent la dualité onde-corpuscule. Elle va nous permettre d'adopter, nous, qui nous concerne, un point de vue semi-classique sur les choses ou semi-quantique comme vous voudrez, c'est-à-dire qu'on pourra décrire ou comprendre pourquoi un quanton se comporte soit d'un point de vue classique ondulatoire ou classiquement corpusculaire.